Eh bien, bonjour à tous et à toutes, pour cet événement un petit peu particulier cette année. Alors vous aviez peut-être déjà l'habitude de ce genre d'événement. Ça s'appelait le Global Azure Bootcamp. C'était un événement qu'on faisait en présentiel d'habitude dans des écoles, souvent sur Aix-en-Provence. Voilà, cette année, on avait ciblé de le faire sur Marseille. C'était bien parti pour et voilà, malheureusement, le contexte fait que cet événement s'est transformé donc en Global Azure Virtual Bootcamp cette année. Donc des sessions, réalisées en visio via Teams. Donc mes petits amis et moi-même, on a réalisé 4 tracks cette année pour essayer d'animer un petit peu tout ça. Donc là, vous êtes sur le track, gérer la gouvernance des balises avec Azure Policy, qui sera animé par Nicolas Bonnet qui nous accompagne aujourd'hui et moi-même. Bonjour à tous. Donc le menu du jour, enfin de la matinée surtout, donc on est parti sur le principe qu'une journée complète, c'était un petit peu long. Cette année, on avait un slot, on aurait pu le faire sur 3 jours complets, d'accord? Donc le Global Azure Bootcamp était prévu sur 3 jours. De la même manière, on a un peu tous des activités, des choses à réaliser, donc on s'est dit que le format d'une demi-journée était déjà pas mal, assez suffisant. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu aussi, on a l'habitude de faire des learn parties, donc on aime bien en général faire pratiquer et travailler avec les gens, entre guillemets, en se mettant derrière eux, en les aidant un petit peu. Alors cette année, on ne sera pas derrière vous, on sera à côté de vous, via Teams, d'accord? Donc on a décidé de séparer, on va dire la session en 2 parties. Une première partie qui sera une petite présentation, une introduction, on va dire un petit peu magistrale de ce que sont les tags et les Azure Policy dans Azure et la deuxième partie de la matinée sera réservée, surtout pour vous faire bosser un petit peu. Voilà, donc Nico a préparé un joli petit lab autour des tags et des Azure Policy. Donc ce matin, la petite présentation. Ensuite, on vous présentera le lab, d'accord? On vous fera une petite introduction au niveau du lab pour pas vous laisser dans la nature. Après, ce sera à vous de jouer un petit peu. De 10h30 à midi, vous allez pouvoir vous entraîner. Nous, on sera disponible avec Nico. On sera là, à l'écoute du coup, si le chat ne marche pas, si vous avez besoin d'aide ou de conseils à ce niveau-là. Et après, on se donnera rendez-vous à midi ou peut-être un petit peu avant pour débriefer un petit peu tous ensemble, discuter, voilà, pour ceux qui veulent boire une petite bière s'il y a envie. Et du coup, on se donne jusqu'à 12h30 grand maximum pour traiter ce GAV 2020. Hop. Alors Nico, je te laisse te présenter. Merci Rémi. Donc je suis, Nicolas Bonnet, je suis, MVP Enterprise Mobility. Je travaille, chez Progelis, hein, je suis architecte technique. J'interviens sur tout ce qui va toucher à EMS principalement, donc Enterprise Mobility plus Security, à tout ce qui est SCCM, Windows Server et également, de temps en temps avec Rémi, sur l'équipe Azure. Bon après c'est principalement Rémi sur Azure, mais voilà, je suis plus effectivement en mode backup sur Azure. Hem, voilà. Bah, voilà, c'est un grand plaisir de t'accueillir sur la session Azure Nico. Voilà. Merci Rémi. Il faut savoir élargir son scope et son spectre de temps en temps. Exact. Moi, je suis Rémi Bovy, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis team leader Azure, architecte Azure et MVP Azure. Voilà, donc ça fait beaucoup d'Azure là-dedans. Vous l'avez compris, ça va faire maintenant 4 ans que je travaille, 4-5 ans maintenant autour des technologies d'Azure, clairement. De notre côté, avec Nico, hop, on va vous montrer. On fait partie de communauté, d'accord? Donc cet événement-là, sur lequel vous participez aujourd'hui, est un événement communautaire. Donc il est, en partie, entre guillemets, ce slide va m'embêter, accompagné par 3 communautés. Donc AOS, qui est une communauté qui, aussi va faire normalement il devait faire des événements en présentiel sur Aix-en-Provence, ce sera peut-être pas le cas cette année. Le club Power BI pour le track autour de la Power Platform et le meet-up Azure DevOps sur lequel vous êtes inscrits et voilà, je reconnais quelques noms, dans la liste des participants aujourd'hui qui nous connaissent déjà, qui sont déjà venus nous voir. On remercie aussi, nos sociétés, déjà, de nous donner du temps aujourd'hui, de nous permettre de disposer de temps pour pouvoir, animer ce petit meet-up à distance. Donc Progelis, Exactis, SPI, AIM et on remercie aussi, la Wild Code School qui, devait nous accueillir en présentiel cette année sur Marseille et malheureusement voilà avec, les événements, ce sera à distance. Donc la Wild Code School qui a dû relayer l'événement. On va dire que ce n'est que partie remise et on essaiera de faire un meet-up, dès qu'on pourra se déconfiner dans leurs locaux. Alors avant de commencer, effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on allait faire des labs en deuxième partie de matinée. Qui dit lab dans Azure dit qu'il vous faut forcément un tenant Azure. Donc pour ceux qui n'en ont pas, je vous invite à vous inscrire, pour, créer un petit tenant Azure.
de manière gratuite. Je crois que je l'avais un petit peu affiché dans le meet-up, donc j'espère que vous avez peut-être un petit peu anticipé, le sujet. Voilà, donc il faudra avoir un petit tenant gratuit, d'Azure, c'est important pour pouvoir faire, les différentes manipulations. Voilà, donc vous pouvez noter l'adresse, sinon sur Google ou sur Bing, à votre choix, vous tapez, Azure, Free Subscription et il devrait vous guider étape par étape pour créer votre abonnement. Vous inquiétez pas, on prendra un petit peu de temps tout à l'heure, lors de la présentation du lab pour réaliser cette action s'il y a besoin. Alors, là on va parler de tag, on va parler d'Azure Policy. Ce sont 2 notions qui, à mon sens, rentrent dans la gouvernance d'Azure. Alors la gouvernance, c'est un grand nom. On parle souvent de gouvernance des systèmes d'information, on parlait de gouvernance d'Office 365. On parle aussi de gouvernance autour d'Azure, clairement. Alors pourquoi la gouvernance? C'est simple, j'aime bien cette phrase, c'est pas parce qu'on externalise qu'il n'y a plus rien à faire. Clairement, il y a toujours le mauvais réflexe des gens de se dire: «On part dans du cloud public, c'est cool, donc du coup on n'a plus rien à faire». C'est totalement faux, bien sûr, voilà, c'est clair. Au contraire, j'allais dire, c'est du moment où on part dans du cloud public, il faut justement qu'on parte de la bonne manière. Si on part pas de la bonne manière, si on fait pas les bonnes étapes dès le début, il faudra qu'on revienne dessus. Il y a des choses qu'on ne peut pas, refaire dans Azure et si on part pas de la bonne manière, en général, on prend le mur, d'accord? Donc la gouvernance, les notions de gouvernance en général dans du cloud ou dans Azure, ça va englober les règles de sécurité effectivement, toute la partie cost management, comment on gère le coût dans Azure. Je vous rappelle que sur du cloud public, on est sur un modèle qui est à la consommation, d'accord? Sur votre modèle, on-prem, que vous avez l'habitude d'utiliser, effectivement, vous faites de l'investissement, vous allez acheter du matériel. Là, dans du cloud, c'est un petit peu le modèle EDF. On allume la lumière, on paye, on éteint la lumière, on paye plus, d'accord? Donc clairement, la facturation, est un enjeu majeur au niveau de la gouvernance et on verra tout à l'heure que c'est un lien direct avec les policies et avec les tags. Comment retrouver ses ressources? Bref, il y a tout un tas de questions autour de la gouvernance d'Azure qui sont très, très, très importantes, dès le début de vos projets. Alors oui, il n'y a pas que l'architecture, effectivement, dans la gouvernance et quand on va, partir sur Azure pour mettre un socle en place, on va pas se focaliser que sur l'architecture technique dessus. Donc il y a la gouvernance qui rentre à l'intérieur, il y a effectivement des questions de migration, de sécurité, la protection, donc tout ce qui va être disaster recovery, les PRA. Le fait aussi, de suivre un petit peu comment évolue son infrastructure, de la monitorer, de la superviser, d'accord? Puis faire de la configuration. On est dans un petit cercle virtuel, et vertueux qu'on voit là au milieu de l'écran. Une de ces briques-là, c'est clairement la gouvernance et la gouvernance, elle se décompose, on va dire, en plusieurs parties. Alors la petite partie que je vous ai, surlignée en vert aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va travailler, en majorité ce matin, c'est la structuration et la stratégie, clairement, dans lequel on va faire rentrer, on va dire le découpage des hiérarchies de tenantes dans Azure. Ce sont des concepts un petit peu high level. On va faire rentrer dedans effectivement l'application des tags, les Azure Policy que, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure, à quoi ça sert. Il y a la gestion du réseau qui rentre aussi en compte dans la gouvernance, clairement. C'est les topologies de réseau qu'on va utiliser. La gestion des identités des accès, clairement, de quelle manière on va se signer sur le portail d'Azure, de quelle manière on va accéder à notre infrastructure Azure. La sécurité, question essentielle autour du cloud public. La supervision, c'est comment on va contrôler que tout ça fonctionne bien et qu'on est conforme un petit peu à ce qu'on a décidé. La gestion des coûts, comme je vous en ai parlé juste avant, c'est super important, pour pas se retrouver avec des coûts exorbitants. C'est important aussi, pour faire des économies de coûts à l'intérieur. Bref, c'est une des briques fondamentales de la gouvernance. L'automatisation, effectivement, alors on avait déjà fait un petit meet-up autour de tout ça, on avait parlé un petit peu, entre DevOps et automation, on avait parlé un petit peu de Terraform, d'Ansible. Clairement le but de la gouvernance, c'est aussi d'essayer de gagner du temps et d'être efficient sur ce qu'on réalise. L'automatisation permet de faire tout ça, en gros, c'est-à-dire on va reproduire toujours de la même manière et de la manière la plus, efficiente possible, du déploiement ou de la configuration. Modèle et DevOps, forcément, c'est lié. Donc, travailler avec des modèles, des templates, donc que ce soit de l'ARM, du Terraform, peu importe, mais c'est templétiser un petit peu tout ce qu'on réalise. Et forcément, le DevOps fait aussi partie de la gouvernance générale, du cloud public et plus précisément d'Azure. Alors, on cible Azure aujourd'hui, on va parler d'Azure clairement. Donc il y a effectivement des features, des fonctionnalités dans Azure qui permettent de gérer et de traiter la gouvernance, alors de manière relativement simple ou pas, hein. La gouvernance, c'est pas un sujet qu'on prend à la légère. Dans Azure, on va retrouver, clairement, toute la notion de hiérarchie à l'intérieur d'Azure.
On va parler d'abonnement, on va parler de tenante, d'accord? Un tenante, c'est votre annuaire Active Directory, c'est sur lequel vous avez votre Office 365, votre Azure. Les subscriptions, c'est des abonnements. Vous verrez que là, tout à l'heure, pour la majorité d'entre vous, vous avez peut-être utilisé des subscriptions dites gratuites, d'accord? Il y a des subscriptions dites payantes. Donc ça, c'est la partie un peu plus contractuelle côté Microsoft. C'est le petit cochon financier, hein. Il faut bien imaginer que tout n'est pas gratuit, donc il y a des choses à payer. Et ben, tout ça, ça s'organise et ça se hiérarchise clairement dans Azure et c'est une des briques de la gouvernance. On a des outils dans Azure qui nous permettent de travailler autour de tout ça et d'auditer ce qu'on réalise. Les Azure Policy, on fera un gros focus tout à l'heure dessus clairement. Les Azure Policy, elles vont permettre aussi, de la même manière, d'auditer, voir si vous êtes conforme. Les policies, elles vont permettre aussi de restreindre certaines choses dans Azure et les policies vont permettre aussi de corriger certaines choses dans Azure. Donc on verra tout à l'heure avec un focus autour des tags, de quelle manière on contrôle que les tags soient bien placés, dans lequel on peut forcer l'application de tags et surtout qu'on peut corriger le fait que des tags soient manquants sur des événements et des éléments Azure. Le Azure Blueprint, alors là, on prend un peu plus de hauteur, clairement. Le Azure Blueprint, ça va permettre de définir tout un ensemble de bonnes règles, de bonnes pratiques, de templating autour d'Azure, de gestion des accès, et de le reproduire ou de l'appliquer sur différentes subscriptions. Le but du Blueprint, bien souvent, c'est quand on travaille pour une société multi-entité ou avec des sites distants, sur lesquels on a peut-être des politiques qui étaient différentes, c'est d'un petit peu d'homogénéiser tout ça, d'avoir des politiques un petit peu globales et de pouvoir appliquer les bonnes pratiques sur l'ensemble de ces filiales ou de ces sociétés. La gestion des inventaires, clairement, on a un API qui s'appelle Graph, d'accord? C'est à peu près la même chose que côté Office 365. C'est un API, donc une fonction web qui nous permet d'auditer et de récupérer les informations autour d'Azure. Donc cet API Graph, on s'en sert pour faire des extracts, on s'en sert aussi pour faire de l'inventaire. L'API Graph permet aussi d'interconnecter des éléments à Azure, par exemple des firewalls qui permettent de récupérer les éléments, par exemple d'Azure, et les implémenter dans un firewall pour ensuite pouvoir les travailler sans avoir à les recréer manuellement. Bref, l'API Graph est super utile. Et la dernière des briques qui est présente côté Azure, effectivement, c'est toute la partie optimisation des coûts. Alors, on a effectivement toute une feature dans Azure qui nous permet de suivre les coûts. Donc, on sait à un moment T combien nous coûte notre infrastructure, combien elle nous a coûté le mois précédent. On a des projections de coûts aussi. Donc, on sait à peu près à la fin du mois à combien on va finir, clairement. Côté Microsoft, on a aussi des outils d'optimisation de coûts. Donc, on va avoir des outils qui vont nous permettre très rapidement d'auditer nos abonnements Azure et nous dire, voilà, bah là, vous avez peut-être des petits leviers d'économie à réaliser, soit en optimisant le compute de vos machines virtuelles, parce qu'elles sont peut-être un petit peu trop élevées pour l'utilisation que vous en avez, soit en réservant des machines virtuelles, c'est un des leviers aussi d'économie dans Azure. Bref, on a tous ces petits outils-là dans Azure qui sont présents et qui nous permettent de manière relativement simple de gérer notre gouvernance. Voilà, donc moi je souhaitais vous faire une petite introduction sur les bien fondés, le pourquoi du comment on met de la gouvernance dans Azure. Bien sûr, la gouvernance, elle s'anticipe, elle se met dès le début de vos projets, clairement. Revenir sur les projets existants en y appliquant de la gouvernance, c'est un peu plus complexe, c'est un petit peu plus long, d'accord? Il y a des choses sur lesquelles j'ai pas forcément parlé, mais la gouvernance, elle va englober aussi, les bonnes pratiques de règles de nommage, par exemple, d'accord? Ça, ce sont des bonnes pratiques que vous connaissez sûrement aussi sur vos infrastructures, chez vous ou dans vos sociétés différentes, clairement, donc il y a des règles de nommage. Il y a aussi l'organisation des règles d'accès, ce qu'on va appeler le RBAC côté Azure. Il y a aussi l'organisation du RACI. Alors là, on est plus sur l'organisation entre guillemets «interne» à vos sociétés, mais on a un RACI, donc qui fait quoi et qui est responsable de quoi quand on va implémenter de l'Azure, clairement. Donc toutes ces petites choses-là font partie de la gouvernance, elles sont à mettre en place dès le début de vos projets pour avoir des projets qui sont réussis. Hop, allez, maintenant on va partir un petit peu plus sur un focus un peu plus, on va dire technique. Bah, Nico, je te laisse la parole si tu veux nous expliquer un petit peu ce que sont les tags ou Oui, étiquettes en français? merci Rémi. Hem, donc effectivement, on va utiliser les tags dans Azure. C'est quelque chose qui va être, assez utile à utiliser. Pourquoi? Parce que finalement, je vais, vouloir, par exemple, suivre, les ressources qui ont été, créées, par service, par exemple. Et donc je vais, étiqueter finalement, chaque ressource avec, une étiquette. Donc une étiquette va effectivement avoir un nom et une valeur. Alors on voit effectivement dans l'imprimé écran, hein, par exemple, ENV et prod, hein, et on va pouvoir comme ça, par exemple, faire de la différence entre, un environnement de prod et un environnement, de test. On le verra un peu plus tard dans les prochaines slides, mais
on peut également finalement suivre comme ça le coût de chaque ressource et finalement voir combien nous coûte l'environnement de test. On va pouvoir également s'en servir si par exemple vous revendez à une filiale ou à un autre service ou à d'autres services les services Azure, finalement ça va vous permettre de pouvoir voir combien consomme chaque service et derrière faire une facturation entre services ou entre filiales. Rémi, s'il te plaît, merci. Ah. Donc, je vais pouvoir effectivement, alors lors de la création, et bien sûr, je vais pouvoir créer ces étiquettes. Alors, lors de la création de chaque ressource, hein, je vais étiqueter mes ressources, ma machine virtuelle ou mon environnement de passe. Et par la suite, hein, directement donc depuis le portail Azure, je vais pouvoir suivre l'utilisation donc de ces ressources, voir combien coûtent ces ressources par étiquette. Donc effectivement, voilà, je reprends ce que je disais tout à l'heure, hein, cette approche est utile lorsque vous devez organiser les ressources à des fins de facturation de gestion. Hein, typiquement, j'ai mis Azure et je fais de la facturation entre services. Typiquement, les étiquettes sont très utiles parce que je vais pouvoir facturer uniquement ce que consomme le service et pas effectivement au hasard faire des calculs voilà, au hasard. Alors, effectivement, comme tout, hein, les tags ont des limites. Déjà, effectivement, certains types de ressources, hein, comme les Azure Alert, comme l'Automation, comme le Blueprint, on ne peut pas les étiqueter. On va surtout pouvoir étiqueter vraiment des ressources de type machine virtuelle, base de données, hein, etc., etc. Donc, il y en a des tonnes. Je ne vais pas faire la liste de toutes les ressources dans Azure, parce qu'il y en a tellement qu'on en aurait pour la demi-journée. Mais effectivement, ma tag va avoir des limites. Donc, chaque ressource, hein, on peut avoir un maximum de 50 paires, 50 tags, ce qui me semble énorme. Oui, Voilà, je te confirme, Nico. je vois pas trop l'utilité d'ailleurs après, pareil, chaque valise peut avoir 512 caractères, la valeur jusqu'à 256 caractères. Pareil, c'est énormissime. Mmh. Voilà, c'est bon, en tout cas, la limite est assez haute, on peut le faire, mais je vous recommande quand même des tags, je pense Rémi, tu vas confirmer, mais Mmh. je vous conseille quand même des tags, le plus court possible, ce qui vous permettra, voilà, de suivre vraiment le, Oui et puis pas forcément utiliser alors 50 PR effectivement c'est une limite maximum, être high level. En général déjà quand vous avez à gérer 5 tags, complets, ouais, c'est déjà voilà, c'est déjà bien. Voilà. On déjà verra tout à l'heure sympa, que ouais, les Azure Policy vont nous aider là-dessus, mais forcément ouais, déjà 5-6 tags c'est pas mal. c'est clair. Hem, on va éviter également les caractères spéciaux. Alors comme dans les systèmes on-premise, hein, les caractères spéciaux, c'est toujours un peu compliqué à gérer, ça peut être mal interprété, donc là, c'est très, très mal interprété, et de toute façon, Azure ne vous laissera pas faire, hein, donc évitez les caractères spéciaux, donc il y a une liste ici de caractères à éviter. Ouais, clairement. Alors pareil pour ceux qui utilisent, moi j'utilise par exemple quand je fais de la CCM, quand je fais du Cloud Management Gateway, donc j'utilise des services cloud, classiques. Hem, on peut pas l'étiqueter, hein, on peut pas l'étiqueter, on peut pas mettre d'étiquette. Alors est-ce que ça sera fait plus tard? Mmh. Sincèrement, Je pense pas, juste un petit je pense focus sur la partie effectivement classique. C'est une partie qui était héritée en fait d'une ancienne version d'Azure, clairement. En fait, tout ce qu'on appelle classique dans Azure, c'est choses qui ne sont pas templatisables en ARM. Alors là, je parle, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, le socle de Azure, normalement, permet de faire du templating. Donc, on va travailler sur de la ARM, Azure Resource Management, qui permet d'automatiser et de travailler très rapidement dessus. Tout ce qui est classique, c'est un petit peu old school. Donc du coup, on essaie de l'utiliser le moins possible, clairement. Et donc du coup, je pense pas que les tags soient applicables sur même à terme, sur les ressources classiques. ouais, je pense pas non plus. Je pense même qu'à terme, de toute façon, ça sera remplacé par l'ARM. C'est tellement plus pratique de faire de l'ARM, Oui. que des ressources classiques. Après, bon, voilà, ça hérite. Pendant combien de temps on va le garder? On verra, hein, peut-être, à tout jamais, on ne sait pas, hein, voilà, mais bon, on On va verra. dire c'est un petit peu du legacy, voilà, hein, Tout à fait, sur Azure, c'est voilà, on se le trimballe un peu d'année en année, mais c'est comme ça. tout à fait. Alors on a reproduit finalement ce qu'on avait en on-premise, c'est-à-dire on-premise, on avait du legacy, on se le traînait pendant des années. On a également la même chose dans Azure. Mmh. Bon après, c'est pas quelque chose qui marche mal non plus, hein, ça marche assez bien. Oui. Moi, de temps en temps, j'utilise. C'est pas non plus, la plaie à utiliser, ça marche assez bien, ça c'est bien. C'est un peu plus compliqué mais à mettre en place, mais bon, en gros, Ouais, oui. ça marche quand même assez bien.
Il y a une limite que je voudrais rajouter et je pense qu'elle a peut-être pas été listée là, mais en fait, alors c'est pas réellement une limite, mais c'est plutôt une bonne pratique. Tout à l'heure, on parlait que les tags ce sont des paires en fait. Ce sont des paires qu'on va mettre en place, donc on va mettre un nom et après on va mettre une description à notre tag. Il faudra juste faire attention, c'est que les tags en fait, on va pas les gérer, sous une forme de liste en tant que telle. En gros, on pourrait avoir 2 tags qui portent quasiment le même nom, mais avec des façons de les écrire un petit peu différentes, avec des majuscules, des minuscules ou avec un nom qui différerait légèrement. Ce sera considéré comme 2 tags différents, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est très, très, important, on verra tout à l'heure, d'appliquer et de gérer les tags avec des policies, donc de mettre un petit peu des règles au-dessus de tout ça, parce que nos tags, bah, c'est vite fait, entre guillemets, d'avoir 2 tags qui soient quasiment similaires, mais ils seront considérés comme 2 tags différents dans Azure et donc du coup, si on commence à faire de l'étude de coûts sur 2 tags qui sont différents, vous imaginez bien on aura une différence de coût dessus, voilà. Donc les tags sont quand même assez sensibles. Alors ça, c'est du moment où on va les travailler à la main, d'accord? Où on va se les appliquer à la main, où on risque effectivement d'avoir une erreur parce que, ben, comme toute personne, voilà, l'erreur est humaine. Complètement, complètement. C'est à Au toi niveau Rémi, je ouais, crois. au niveau Pardon. des Azure Tags, je pense je regarde un petit peu, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour autour de tout ça. Les tags, Ouais, dans le scope d'utilisation, moi je les utilise aussi pas mal de plus en plus maintenant dans des appliances, d'accord? Que ce soit des appliances d'exposition, des firewalls, des choses comme ça, parce qu'elles permettent par exemple, si je prends l'exemple d'un firewall, Fortinet ou Palo Alto, elles permettent d'appliquer un ensemble de règles, sur les ressources Azure qui porteraient le même tag. Je vous donne un exemple assez simple. Si vous avez, par exemple, tous vos frontaux web, sur lesquels vous avez appliqué un tag qui serait, par exemple, type de serveur égale front, d'accord? Vous pourrez très bien appliquer dans votre Fortinet une règle qui dirait: «Toutes les machines qui portent le tag, front, alors dans ce cas-là, j'ouvre le port 443 par exemple sur ces machines-là». Donc du coup, vous auriez des règles générales, sans forcément avoir à nommer à chaque fois vos machines virtuelles dans votre firewall et créer une règle par machine virtuelle. Vous créez une règle générique sur le tag qui s'appliquerait sur l'ensemble de vos ressources. Là, ça devient super pratique aussi, clairement, la gestion des tags. Petite question. Oui, Je reviens juste sur le côté sensible à la casse. C'est oui. vrai pour la clé, la valeur ou les deux? Non, c'est la clé surtout. La Voilà, clé? ouais, là-bas. Ok, Ouais, c'est la clé, voilà. ouais. ok, merci. Eh bien, Les Rémi, Az c'est à toi. Bah Pardon. oui, allez, je reprends la main sur les Azure Policy. Alors, ce sont 2 choses qui, on verra tout à l'heure, sont pas forcément liées, mais les Azure Policy vont nous permettre effectivement de travailler autour de nos tags de manière assez simple. Les Azure Policy, alors oui, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire que le tag, à assimiler, mais c'est très, très important aussi. Alors pourquoi on utilise Azure Policy? Effectivement, c'est parce qu'on a souvent des problèmes, et qui sont jamais résolus, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on travaille, bah, des fois peut-être de la mauvaise manière, on travaille, c'est des humains qui bossent par derrière, donc on n'a pas de procédure. Les policiers vont nous permettre d'encadrer un petit peu tout ça, de fiabiliser, de restreindre, d'accord, d'optimiser, de corriger certaines opérations qu'on réalise. Donc effectivement, on gère, on évite les problèmes de manière plus efficace avec des Azure Policy. En gros, c'est vraiment une des briques fondamentales de la gouvernance dans Azure. C'est un service Azure, qui permet de créer, d'affecter et de gérer des stratégies. Donc la terminologie, clairement, on verra après des Azure Policy, ce sont des stratégies. OK? Donc on va définir des stratégies. Elles doivent être, réfléchies en amont, hein, ensemble, avec votre partenaire, en comité, de pilotage ou avec, votre DSI. Ce sont des stratégies quand même qui sont importantes à implémenter. Dans Azure, on verra, on a un catalogue de policy qui existe déjà, il y en a tout un tas, donc c'est plutôt sympa. Elles appliquent différentes règles et elles ont des effets, plus ou moins, différents sur vos ressources dans Azure, ces policies. En définissant des conventions, vous pouvez contrôler les coûts et gérer plus facilement vos ressources. Ouais, clairement. Par exemple, alors, c'est un petit exemple, parmi tant d'autres, hein, mais on peut spécifier effectivement que, seuls certains types de machines virtuelles sont autorisés. Là, c'est un exemple très concret d'une Azure Policy. Hem, on parlait tout à l'heure de Airback, d'accès aux ressources Azure, donc on autorise monsieur Toto effectivement à accéder à son tenant Azure. On autorise monsieur Toto à créer des machines virtuelles. Par contre, on l'autorise forcément à créer des machines virtuelles de tout type et sur n'importe quelle zone géographique, par exemple. C'est là où les Azure Policy vont rentrer en compte. Si on applique une policy qui dit, par exemple, que toutes les machines virtuelles qui sont déployées ne seront que des machines virtuelles de type, par exemple, B2S, D2 ou B4, des choses comme ça, bah, du coup, monsieur Toto, lui, qui a accès à la création de machines virtuelles, bah, pourra créer que des machines virtuelles de ce type-là et pas créer, par exemple, des hypercalculateurs NVIDIA qui pourraient coûter 8 000 € par mois.
Et de la même manière, on pourrait créer aussi un profil avec Monsieur Titi qui, lui, peut créer des hypercalculateurs NVIDIA et pas des petites machines. De la même manière, on peut appliquer des zones géographiques différentes. Bien souvent, quand on crée son tenant Azure, quand on commence à avoir une politique générale, son DSI dit ben, moi, ce que je veux, c'est que mes données soient localisées, que mes machines soient localisées en France. Très bien. Monsieur Toto, qui lui a le droit de créer des machines virtuelles, si on ne lui restreint pas, Monsieur Toto, il peut créer des machines virtuelles dans n'importe quelle zone géographique du monde. Donc vous imaginez bien que créer une machine virtuelle au Japon ou en France centrale, bah, ça ne va pas avoir le même impact sur son directeur, il ne sera pas content. Et ben, de la même manière, les Azure Policy vont permettre de limiter ces zones géographiques-là. Et du moment où Monsieur Toto va vouloir déployer sa machine virtuelle, à un moment, on lui dira attention, Monsieur Toto, vous n'avez pas le droit de déployer cette machine virtuelle au Japon, vous êtes restreint de la déployer au niveau de la France, par exemple. Alors, toutes les ressources enfants héritent des stratégies. Ça, c'est important à garder en tête. Tout à l'heure, dans les tags, on parlait que les tags ne sont pas hérités. Donc, si j'applique un tag, par exemple, sur un ressource group, un regroupement d'objets Azure, ce tag-là ne sera pas forcément répercuté sur les éléments qu'il y a en dessous. Par contre, une Azure Policy, elle sera répercutée. Donc, si je mets une Azure Policy au niveau de mon tenante, donc le niveau le plus haut, hein, d'accord, au niveau de mon tenante, sur lequel je dis, par exemple, eh ben, j'interdis le déploiement des machines virtuelles ou j'autorise qu'en France, eh ben, en fait, tout ce qui sera hérité par la suite, donc tous les tenants, toutes les subscriptions, toutes les machines virtuelles, hériteront de cette règle-là de policy. Et là, c'est important du coup de savoir à quel endroit on va positionner nos règles de policy dans Azure, parce qu'elles vont avoir un impact plus ou moins large sur l'ensemble de nos ressources. Donc une stratégie effectivement appliquée à un groupe de ressources s'applique à toutes les ressources appartenant à ce groupe de ressources. C'est super important à garder en tête. Le principe des Azure Policy. Alors, on va avoir 3 grands principes dans nos Azure Policy. La policy en tant que telle, des initiatives et des assignements. Alors, une policy en tant que telle, on va devoir la définir. En gros, ça va être qu'est-ce que fait ma règle. Donc, on va avoir une définition à réaliser. La définition, soit on va aller la piocher directement dans une liste de policies qui sont définies dans Azure, ça c'est plutôt sympa, soit notre définition, on peut la gérer nous-mêmes, on verra par la suite. C'est une petite description en JSON à réaliser, donc sûr, il faut être un petit peu familier avec le JSON, il n'y a rien de bien méchant, c'est assez bien documenté côté Microsoft. Le JSON reste intelligible et vous verrez qu'une règle de définition, c'est pas super compliqué. Alors on pourra avoir des règles très complexes, on peut avoir des règles très très simples. Du moment où on a défini notre règle, on a fait notre définition à l'intérieur, on va définir dessus potentiellement une initiative. D'accord? Donc une initiative, c'est quoi? C'est simplement une collection de politiques, donc un regroupement de plusieurs politiques. Un exemple de définition d'initiative, ça va être par exemple les initiatives autour des machines virtuelles. À l'intérieur, on mettra nos politiques qui nous restreignent la zone géographique, qui nous restreignent des types de VM, le fait qu'on n'ait pas le droit de mettre d'IP public sur nos machines virtuelles, et ainsi de suite. Donc en gros, on fera un groupe de policy spécifique pour les machines virtuelles. On pourra faire des policy aussi, des groupes de policy spécifiques à la gestion des accès dans Azure, des policy spécifiques à la gestion des coûts dans Azure. Voilà, donc on pourra créer plusieurs initiatives. De la même manière, on verra, il y a des initiatives qui existent déjà côté Azure pour pouvoir rapidement mettre en place des packages de policy sur votre tenant Azure. Quand on a défini nos initiatives et nos policy, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les assigner, d'accord? Donc les appliquer. Dans ce moment-là, on va choisir le scope sur lequel on les assigne. C'est ce que je vous disais juste précédemment. Ce package-là ou cette politique-là, on va l'appliquer soit au tenant, soit à la subscription, soit à des ressources groupes, soit à des management groupes, soit on va cibler vraiment des objets bien spécifiques sur Azure. Donc l'assignement, c'est le fait de prendre notre package de policy ou notre policy et de l'appliquer à un groupe ou un ensemble de ressources Azure. On a aussi la partie compliance qu'on va appeler. Donc on va avoir des politiques dites de compliance, donc d'audit. On va avoir, par exemple, vous avez besoin de vous comparer, par exemple, à une norme ISO 27001. Ça peut être sympa de faire ces comparaisons-là. Du coup, on va appliquer un ensemble de policies qui vont venir auditer votre tenante Azure. Donc, simplement aller regarder votre tenante Azure et voir si vous êtes compliance avec la norme ISO 27001, par exemple. Là, on va avoir des policies qui vont tourner, qui vont aller auditer, regarder chacune des ressources. Elle va dire, ah tiens, cette machine-là, par exemple, elle a une IP publique, elle a le port 22 qui est ouvert sur le SSH, c'est peut-être pas terrible, d'accord? Donc toutes ces policies-là dites de compliance, vous remontez des rapports, vous allez pouvoir regarder soit dans le portail, soit vous allez pouvoir exporter des PDF de rapports qui vont vous donner un petit peu votre niveau de conformité et savoir si vous êtes compliance. De la même manière,
quand vous avez créé votre initiative, par exemple, autour des machines virtuelles ou autour de la sécurité, vous allez pouvoir regarder si vous êtes compliance avec cette initiative-là. Je vous reprends l'exemple tout à l'heure des machines virtuelles. Le fait de dire, par exemple, qu'une machine virtuelle doit être déployée en France et pas au Japon, ou qu'elle doit posséder une IP publique ou pas, cette politique-là, elle peut être soit restrictive, donc dire, ben, moi ce que je veux, c'est que dans tous les cas, quand on déploie une machine virtuelle, c'est interdit. Soit elle peut être juste en mode compliance. Donc en gros, on n'interdit pas aux gens de le faire. Par contre, on se remonte un petit rapport pour savoir si on est compliant à ce qu'on aurait, entre guillemets, estimé être bon ou pas de le faire. Donc on a plusieurs niveaux. On a le niveau restrictif, on a le niveau juste informatif, la compliance, et on verra aussi qu'on a un autre niveau qui va être lui le correctif, d'accord? On va pouvoir appliquer ensuite par derrière sur nos politiques si elles ne sont pas conformes. On va pouvoir appliquer des politiques dites de correction qui vont permettre de nous corriger un petit peu si jamais on a un petit peu dévié de notre scope initial. Donc ça, c'est les petits exemples que je vous ai montrés, qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc effectivement, imposer au VM une stratégie de mot de passe, ça aussi, c'est un peu important. Par défaut, Microsoft propose une stratégie de mot de passe. Vous pouvez aussi appliquer une stratégie qui est un petit peu plus encore restrictive ou un petit peu plus high level. Donc on peut effectivement gérer nos politiques de mot de passe avec les policies. On peut auditer ces VM, voir si la configuration elle est en phase avec vos standards. Oui. Ah, j'ai eu un écho. Hop. Donc savoir effectivement si vos machines sont en phase ou pas avec vos standards imposés par votre société. Imposer au VM certaines régions de déploiement, on en a parlé un petit peu. Imposer l'application de certains tags, ça on va voir tout à l'heure, c'est le focus du jour clairement. Imposer le chiffrement des volumes, voilà. Il y a à l'heure actuelle plus de 400 policies prévues sur Azure nativement, et donc si vous regardez un petit peu sur la communauté au niveau des Git, on va facilement doubler, tripler des policies, puis vu que vous pouvez créer les vôtres, c'est un petit peu illimité tout ça, donc on peut appliquer des policies sur tout l'ensemble des ressources d'Azure, un petit peu tout ce qu'on peut réaliser dans Azure. Donc, allez, le petit focus sur l'Azure Policy et les tags, c'est un petit peu le focus du jour. Donc, on peut effectivement utiliser l'Azure Policy pour s'appliquer des règles et des conventions d'étiquetage. Comme on disait tout à l'heure, les étiquettes, les tags, c'est un petit peu sensible. Si on commence à les réaliser un petit peu à la main, on a la possibilité de gérer des erreurs, d'avoir des tags quasi similaires, et donc du coup, notre stratégie, elle est un petit peu foireuse. Donc, en créant une stratégie, on évite effectivement que des ressources non conformes aux étiquettes soient créées. Et en gros, on va imposer potentiellement des standards d'étiquette sur nos ressources. Donc on va créer une ressource dans Azure, soit on va imposer aux personnes de saisir des bonnes et d'appliquer un standard sur des bons tags, soit on va aussi pouvoir venir sur nos ressources directement appliquer les tags qui sont standards. On pourra donner un exemple, par exemple, vous avez 3 ressources groupes, dev, prod et pré-prod par exemple. Du moment où on va déployer une machine virtuelle dans prod, automatiquement il prendra un tag qui sera égal à prod. Si on déploie dans pré-prod, le tag sera égal à pré-prod, d'accord? Et ça, sans une action humaine, ce sera automatiquement les policiers qui viendront réaliser l'action. Donc, les étiquettes peuvent être également appliquées aussi aux ressources existantes avec le nouvel effet modifié et une tâche de correction. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a des policies dites correctives. Donc on peut très bien ne pas imposer les choses, ne pas forcer les choses. On aura par exemple des équipes de développeurs qui ont besoin rapidement de déployer des choses avec des templating, des choses comme ça. Donc, on ne va pas forcément leur imposer l'application des tags. Par contre, nous, en tant que responsables un petit peu de la gouvernance, on viendra ensuite par la suite sur le ressource groupe de développement, appliquer les tags manquants toutes les demi-heures, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines. Ça, ce sera à vous de définir la fréquence. Alors ça pique un petit peu les yeux, c'est une définition d'une policy, voilà. Alors, c'est pas non plus très violent, hein, on est sur une tag, sur une définition de JSON. Côté Azure, on a tout un tas d'exemples qui traînent à l'intérieur. Donc là, on voit pertinemment que notre policy, donc le $policy est égal à, et d'ailleurs, on va définir une définition. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est clairement la définition de notre Azure Policy. On va lui donner un nom dessus, on va lui donner une petite description pour pouvoir la retrouver facilement, et ensuite, elle va avoir des conditions. Donc en gros, if not, je pense que ça parle à peu près à tout le monde, si pas de tag cost center, alors on refuse. OK? Donc if not le tag égale cost center, then effect denied. En gros, on va dire, si jamais la ressource sur laquelle on a appliqué cette policy-là ne possède pas de tag cost center, alors on va refuser la création, tout simplement. On va voir que ces politiques-là, normalement, existent quasiment déjà côté Azure. Par contre, le but du lab, et ça je vais laisser après Nicolas vous expliquer un petit peu, ça va être de faire mumuse un petit peu avec tout ça. D'accord? Allez Nico, je te rends la main.
Merci Rémi. Donc effectivement, j'ai créé enfin on a créé un lab. Donc il est disponible hein, sur le GitHub. Vous pouvez récupérer le fichier PDF avec toutes les étapes à réaliser. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par jouer avec Azure PowerShell. Donc avec Azure PowerShell, vous allez créer les différentes ressources. Donc il va y avoir un groupe de ressources à créer en PowerShell. Alors bien sûr, d'abord à créer, enfin en tout cas à télécharger et installer le module PowerShell adéquat. Après, vous allez créer un groupe de ressources et puis vous allez créer une machine virtuelle. Une fois que vous avez fait ça, vous allez jouer avec des Azure Policy et vous allez faire en sorte que la policy vienne appliquer automatiquement un tag et une valeur. Je vais vous remontrer après, je vais juste essayer d'afficher rapidement, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le Git, en parallèle que Nico présente. Merci. Hop, présentation. Donc, je me suis aperçu hier soir d'un petit souci. Alors, vous me direz si vous avez le même problème que moi, parce que je suis en train de préparer ma formation Azure chez LinkedIn, et du coup, j'ai les tags qui s'affichent, qui s'appliquent, pardon, mais pas les valeurs. Vous me direz si vous avez le même problème que moi. Je suis en train de regarder pourquoi il y a ce problème-là. Ah, Nico, tu rajoutes des challenges supplémentaires et ça, c'est bien. Je sais, ouais, c'est mon On côté. remonte le niveau. Voilà, donc ouais, sur le guide, je vais vous rafficher après le lien, je le laisserai afficher. Vous allez retrouver effectivement le lab, le PDF du lab, d'accord? Donc vous allez voir, c'est du step by step en général qu'on a réalisé à ce niveau-là. On l'a pas pris côté portail, on l'a pris plutôt effectivement côté PowerShell et côté définition, parce que c'est peut-être un petit peu plus sympa à ce niveau-là. Les opérations, je pense, Nico, qui sont réalisées en PowerShell, on pourrait très bien les réaliser aussi avec le portail. Exact, exact. J'ai préféré passer en PowerShell, parce que, voilà, c'était plus sympa. Effectivement, c'est créer une machine virtuelle depuis le portail, hein, ça va prendre 5 minutes et effectivement, on voit rien. Là, on voit vraiment, tous les composants de la machine virtuelle puisque vous allez utiliser des variables, en fait, et dans chaque variable, on va mettre, le système d'exploitation, le réseau utilisé, la taille de la VM. Donc vous verrez, c'est assez sympa à utiliser, Azure PowerShell, franchement, moi j'adore parce que on peut facilement créer des ressources, on peut facilement configurer des ressources franchement, finalement, on met plus de temps à attendre que la ressource soit créée qu'à faire du PowerShell. Donc au début, ça paraît déroutant, mais franchement, c'est vraiment un outil qui est super puissant sur PowerShell. Allez, moi je vais vous rafficher, hop, la petite slide qui va bien, pour ceux qui ne l'avaient pas noté. Alors effectivement, il faut un tenant Azure, donc j'espère que tout le monde a son petit tenant Azure de près. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on a du temps pour réaliser tout ça, pour créer tout ça. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant, d'accord? Donc on va potentiellement réouvrir les micros. Alors attendez, hop. S'il veut bien